3 épisodes de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir sont déjà disponibles. Je me donne comme principale mission ici de prolonger votre visionnage et de l'accompagner d'éléments issus des écrits et thématiques de Tolkien. Je vous proposerai aussi ma vision critique et forcément subjective de la série. Si vous découvrez mes vidéos sur cet univers, sachez que je m'efforce de prononcer les noms en suivant les règles définies par l'écrivain pour qui les langues étaient si essentielles qu'elles sont la base même de la conception de la Terre du Milieu. Pour enrichir votre connaissance de cet univers merveilleux, j'ai justement un ouvrage à vous présenter. L'œuvre de Tolkien est née dans les mots, les langages et les mythes, ceux qui préexistaient comme ceux qu'il a inventés. Je vous propose une porte d'entrée pour visiter cette œuvre, en apprendre davantage à son propos et peut-être lui porter un regard renouvelé grâce au dictionnaire Tolkien dont la 3e édition, entièrement révisée et augmentée, est d'ores et déjà disponible aux éditions Brajlon. Tolkien était aussi un peintre, notamment d'aquarelle, et pour rendre justice à l'incroyable univers du maître, il fallait un artiste à la hauteur. À mon sens, le défi est magnifiquement relevé ici par Tom Cusor, qui nous gratifie d'une couverture marquante et d'illustrations intérieures accompagnant le classement alphabétique des 350 notices que propose ce riche ouvrage collectif. Au-delà d'un magnifique livre relié pourtant proposé au prix raisonnable de 39,95 €, c'est un voyage sur une route qui se poursuit sans fin auquel vous êtes ici convié sous la houlette de Vincent Ferré, éminent spécialiste de l'auteur, qui a coordonné le travail de 60 contributrices et contributeurs nous permettant de mettre de l'émerveillement dans nos réflexions et de la réflexion dans notre émerveillement. Ce dictionnaire ne se contente pas d'aligner les définitions, vous l'ouvrirez pour découvrir ou vous rafraîchir la mémoire sur tel événement, tel personnage, et l'air de rien, il vous prendra par la main en une douce invitation au fil des thématiques majeures de l'œuvre. C'est ainsi par exemple que j'ai découvert le concept de catastrophe forgé par Tolkien, ainsi que de riches informations sur les rapports entre sa vie et son œuvre, sans parler de ses personnages mythiques comme Lúthien et Beren, pour ne citer qu'eux, dont la signification est brillamment remise en contexte et en perspective. Si vous ne deviez avoir qu'un seul ouvrage de référence qui revient sur l'œuvre, comme ses adaptations diverses et variées, c'est évidemment celui-ci, ne serait-ce que pour la parfaite harmonie qu'il offre entre la forme et le fond. À titre personnel, je suis enchanté par chacune de mes plongées dans ces pages. Soutenez ce magnifique travail d'érudition et d'édition et faites-vous un grand plaisir en faisant l'acquisition du dictionnaire Tolkien via le lien disponible en description de la vidéo comme en commentaire épinglé. Des 3 épisodes disponibles, je pense que mon appréciation va en décroissant. J'ai préféré le premier, puis le deuxième et enfin le 3e arrive en dernière position. Ceci dit, le premier épisode m'a semblé particulièrement réussi pour mettre en place les enjeux de cette saison 2 en s'appuyant au mieux sur le travail accompli par la première. On va enfin pouvoir suivre les machinations de Sauron et l'idée de commencer par un flashback lui étant entièrement dédié me semble excellente. La scène de la trahison se déroule donc à Durnost, cette forteresse secrète de la région nordique du Forodwaith que Galadriel avait redécouvert dans le premier épisode de la série. On a au moins une notion de l'époque de la trahison puisqu'on nous indique aube du 2e âge. Comme vous le savez peut-être, dans les écrits, chaque âge dure plusieurs milliers d'années. Toutefois, la série fait le choix de compresser les événements autour de la création des Anneaux de Pouvoir afin qu'ils tiennent dans la durée de vie d'un humain pour éviter de tuer les personnages non-elfes à chaque saison, voire tous les 2 épisodes. Mon seul regret pour cette séquence, c'est l'absence de marqueur du passage du temps pour estimer combien de temps Sauron met pour retrouver un corps. La scène de la trahison est montrée avec la violence qui convient mais qui fait de toute évidence de la saison un programme qui n'est pas destiné aux jeunes enfants. Je vais commenter cette mort bien sûr, même s'il est un puissant Maya, l'équivalent d'un ange, déchu en l'occurrence, Sauron n'a jamais été un puissant combattant, comme pouvait l'être Gosmog par exemple, le seigneur des Balrogs et le lieutenant de Morgoth, ayant potentiellement un rang équivalent à celui de Sauron. Évidemment, Sauron reste une créature formidable, notamment s'il se prépare à combattre lui-même, comme on le verra à la fin du 2e âge, et tout comme Gandalf est parvenu à vaincre un Balrog, même s'il a ensuite dû renaître, Sauron serait en mesure de vaincre le fléau de Durin, à n'en pas douter. Ici donc, il faut souligner 3 éléments. Le premier, c'est la surprise et la trahison. Le coup de son capitaine, Adar, le prend totalement au dépourvu. Le deuxième, c'est que Sauron revêt ici une forme agréable qui n'est pas du tout destinée au combat physique, auquel il n'a pas de raison d'être directement confronté. Il a des armées pour ça. Enfin, le 3e élément, c'est le choix qu'on peut sans doute deviner. Alors qu'il se fait poignarder, il comprend que vaincre autant d'orques serait extrêmement difficile, et il préfère sans doute compter sur sa capacité à la réincarnation, d'autant qu'il a intérêt à définir
une autre approche pour arriver à ses fins. L'explosion de puissance suivant son apparente défaite est évidemment là pour rappeler celle vue dans le prologue de la communauté de l'anneau lorsqu'il tombe après avoir perdu son anneau unique. Quant au choix de lui donner un effet d'onde de glace, on peut soit supposer qu'il s'agit d'une intention pour chasser les orques de la région, ou, mais cela me semble plus tiré par les cheveux, la fin d'une sorte d'emprise que Sauron avait sur le climat local pour garder la forteresse utilisable malgré son emplacement septentrional. Difficile d'éviter la comparaison avec le symbiote de Venom quant à la consistance noire, huileuse et visqueuse que prend son essence qui tente de reprendre forme. C'est un choix visuel certes discutable, mais qui vise à souligner sans ambiguïté que la nature angélique de Sauron est déjà terriblement corrompue. On peut aller plus loin et dire que son attachement corporel à la Terre du Milieu est une sorte d'expression du marissement que son maître Morgoth a infligé à Arda, la Terre, en s'opposant au dessein d'Ilúvatar, le dieu créateur tout-puissant. Pour prolonger cette idée, on peut noter les similitudes entre cette forme de l'essence malfaisante de Sauron et la corruption noire qui attaque l'arbre du Lindon, symbolisant la vitalité des elfes et leur dépérissement annoncé. À vrai dire, j'espère que cette saison établira ce lien de manière on ne peut plus claire pour indiquer que cette corruption de l'arbre était un plan de Sauron depuis le début, mais j'ai bien peur que cela ne se fasse jamais et que la série reste sur cette interprétation qui ne me plaît pas d'un affaiblissement express des elfes. Après avoir enfin pris la forme de l'humain Halbrand, le visage de celui qu'il rencontre vous est peut-être familier, c'est parce que cet acteur anglais, Nicholas Woodson, est un habitué des seconds rôles, puisqu'on l'a vu dans Skyfall par exemple, ou encore les séries Rome ou Taboo un peu plus récemment. Le discours consistant à aller vers le bien vient poser les jalons de ce que Galadriel dira par la suite, en première saison, à Halbrand. Ceci étant, même si le vague temps d'une remise en question n'est pas totalement exclu pour Sauron, il ne fait aucun doute qu'il reste animé de mauvaises intentions depuis sa rencontre avec l'elfe, et même auparavant. Rappelez-vous, Halbrand avait dit à Galadriel qu'il avait trouvé la bourse portant le fameux symbole de la lignée des rois du Sud sur un corps, un cadavre. Disons qu'il a sa façon de tourner les mots à son avantage, le petit garnement. Quoi qu'il en soit, le regard qu'il lance à Galadriel, alors qu'elle monte sur le radeau, qu'elle va monter, est réminiscent de l'effet autour de ses yeux qu'on avait déjà quand il se met en colère après l'attaque du premier orc dans la forteresse. Sa façon aussi de commander silencieusement au monstre marin par sa seule présence, voilà qui ouvre la voie à ce qu'il fera plus tard avec le warg lors de son emprisonnement dans le camp d'Adar. L'ambiance visuelle et colorimétrique change totalement lorsqu'on retrouve la nature de la Terre du Milieu servant de terrain de course à Galadriel qui tente de rattraper Elrond et les anneaux. Plutôt que de balayer d'un revers de main la qualité esthétique, je pense qu'il faut au contraire la reconnaître et l'apprécier à sa juste valeur. Ces épisodes sont magnifiques aussi bien en termes de composition des plans, de lumière et d'effets numériques que de décors ou de costumes. Chaque environnement différent qui nous est présenté bénéficie d'un sens du détail, d'une passion de la part des artisans qui transpirent littéralement de certaines scènes, ce qui laisse rêveur quant à la quantité de réflexion et de travail consacré à ce rendu final. La dynamique introduite entre Galadriel, Elrond et Gil-galad est plutôt intéressante, même si le haut roi manque encore de temps d'écran pour dépasser son statut de personnage essentiel et pourtant secondaire. Les elfes sont décrits par Tolkien comme capables de penser très vite, et c'est ce qui explique ici la capacité de Gil-galad à passer du choc de la révélation concernant Sauron à la prise de conscience que la seule solution consiste à risquer d'utiliser les bagues. Cette prise de risque est tout l'inverse d'un geste à motivation égoïste, puisqu'il pense uniquement au terrible destin qui attendrait les autres peuples si les elfes les laissaient aux griffes de l'héritier de Morgoth. Bien évidemment, il n'y a aucun moyen de contourner le choix fait en première saison, consistant à faire de Galadriel la cible première de la tromperie de Sauron, alors qu'elle est justement décrite dans les textes comme celle ayant toujours su se méfier de lui, à défaut de directement le percer à jour. Un choix de construction scénaristique qui a été jugé comme présentant plus d'intérêt à long terme qu'une adaptation qui aurait été plus fidèle, notamment sans doute dans la façon de dépeindre Galadriel au long terme, au long cours, et de la voir évoluer bien sûr, alors chacun jugera s'il s'agissait d'une trahison qui en valait la chandelle ou pas. Mais venons-en au choix d'Elrond de tout faire pour empêcher l'usage de ces anneaux. On y voit un beau parallèle avec un autre moment iconique du fameux prologue de la communauté de l'anneau, bien sûr, quand il tente de convaincre Isildur de détruire l'unique. Et je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à une réaction aussi extrême que ce saut, mais c'est un choix intéressant quand on connaît l'histoire des parents d'Elrond. On reviendra à son père, auquel Círdan, le charpentier de navire, fera référence, mais ici, on peut évoquer le choix qu'avait fait Elwing, la mère d'Elrond. Le premier âge a été marqué par la tragédie des Silmarils, ces trois joyaux incomparables qui avaient su saisir un peu de la lumière des arbres de Valinor,
dans leur perfection que Morgoth déroba et que Fëanor, leur créateur, et ses fils jurèrent de récupérer, quel qu'en soit le prix. Elwing était la petite fille de Luthien et Beren, elle réchappa au deuxième massacre fratricide de Doriath, mais fut à nouveau attaquée lors du troisième. En effet, parmi les actes terribles qui découlèrent de leur serment, les fils de Fëanor attaquèrent les havres du Sirion et capturèrent Elrond et Elros. Et plutôt que de se laisser capturer, elle aussi, Elwing s'est jetée dans la Grande Mer, Belegaer, celle-là même qui borde le Lindon, même si la géographie fut bouleversée par l'assaut final des Valar contre Morgoth, justement via l'aide qu'Eärendil, le père d'Elrond, parvint à obtenir des archanges de Valinor. Mais pour revenir à Elwing, l'épouse d'Eärendil et la mère d'Elrond, vous suivez, eh bien elle ne mourut pas dans sa chute, bien au contraire, elle fut sauvée par l'intervention du Vala Ulmo, dont nous reparlerons dans un instant. En effet, dans l'épisode, Elrond trouve refuge au Havre Gris, le domaine de Círdan, le charpentier de navires, le plus ancien des elfes restant en Terre du Milieu. Le fait qu'il soit dans son troisième cycle de vie se traduit notamment par cette barbe rarissime chez les elfes, puisque seul Círdan et le forgeron Matan sont décrits comme l'ayant porté. Les plans saisissant la silhouette du charpentier de navire se découpant sur fond de soleil couchant à l'ouest bien sûr, sont de magnifiques témoignages de la vie si singulière de cet elfe Sinda qui consacra la sienne au bien-être des autres. En effet, Círdan veillait notamment à ce que les elfes puissent rejoindre Valinor par la mer, tandis que lui-même ne partit qu'extrêmement tardivement, renonçant même à ce privilège à l'aube du deuxième âge. Et si Galadriel dit à Gil-galad qu'Elrond est allé trouver conseil auprès d'une personne dont la parole pourrait même infléchir le haut roi lui-même, ce n'est pas pour rien, puisque Círdan a élevé Gil-galad, dont le père, Fingon, faisait partie des innombrables victimes du premier âge, tombées sous les coups de Gothmog, le seigneur des Balrogs évoqué un peu plus tôt. L'interprète est parfait pour Círdan, il s'inscrit dans des décors tout bonnement incroyables, notamment un atelier de menuiserie aux détails exquis. La confiance que lui témoignait Elrond s'explique aussi par l'amitié qui existait entre Eärendil, le père d'Elrond, et Círdan. Ce dernier souligne d'ailleurs que la pureté des intentions d'Elrond ferait la fierté de son père. Pour mémoire, Círdan participa à la construction du navire d'Eärendil devenu mythique depuis, puisqu'après bien des tentatives, il fut le premier à parvenir à atteindre les côtes de Valinor, sans invitation initiale du moins, ce grâce au Silmaril porté par son épouse Elwing. Comme promis, j'en reviens au Vala Ulmo, la puissance qui domine les mers et océans, il ne fait absolument aucun doute que c'est son influence qui s'exprime lorsqu'une vague empêche Círdan de jeter les anneaux dans les profondeurs causées par l'engloutissement de la région qui s'appelait le Beleriand et dont Arondir parle rapidement en épisode 3. Vous l'aurez compris, bien des liens et des forces sont à l'œuvre dans ces scènes qui sont déjà belles par elles-mêmes, mais prennent une autre ampleur encore quand on a davantage de connaissances sur cet univers. Alors que la confiance de Gil-galad pour Galadriel reste réelle, mais réduite à sa volonté de combattre l'ombre, la relation de Galadriel et Elrond est nettement plus durablement abîmée, ce qui vient offrir une nouvelle dynamique qui rendra les deux personnages plus intéressants, je pense, notamment pour les suivre dans le reste de cette saison, à n'en pas douter. On peut sans doute regretter que Gil-galad se contente d'envoyer un tout petit groupe pour prévenir Celebrimbor de la nature véritable de Halbrand. On imagine tout ce qui va se passer à ce moment déjà, alors que la question aurait été un peu plus ouverte s'il avait envoyé une troupe. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui s'en est pris à ces messagers, même si on peut le deviner éventuellement. Autre point de facilité, on peut noter qu'il n'y a que peu de sens à ce que Gil-galad n'ait pas attendu le retour de Círdan parti en mer, et que s'il l'avait fait, il n'aurait pas tenu le discours et chanté la chanson annonçant la nécessité pour les elfes de quitter la Terre du Milieu. De ce fait, l'arrivée de Círdan au dernier moment pour démontrer l'effet guérisseur des anneaux m'est apparu comme amené de manière un peu trop artificielle en donnant la priorité au spectacle sur la cohérence du récit. La tentation du pouvoir qu'on devine chez Galadriel reste une thématique prometteuse, sachant que l'ambition du personnage trouve totalement ses origines dans les textes pour cette fois. En parlant d'un endroit que les textes n'ont pas du tout développé et qui laisse grande liberté à la série de ce fait, un mot sur Rhûn et son désert qui met le sens de l'orientation de l'étranger de Nori à rude épreuve. Les visions de l'étranger en rapport avec la double menace, à la fois celle de Sauron et celle du magicien de Rhûn, ne font que souligner ce que nous savions déjà, il a du pain sur la planche en tant qu'envoyé des Valar. De mon point de vue, ces scènes ont deux grands avantages. D'un côté, je trouve que le duo fonctionne très bien grâce aux acteurs, et de l'autre, on se trouve plongé dans une ambiance visuelle et sonore qui apporte une profonde variété à l'épisode, et par extension, à la saison, on peut le supposer. Ici, pour le premier épisode, on ne fait que rappeler les enjeux et la dynamique étrange et Nori avec cet homme qui découvre sa nature, mais ne maîtrise pas ses pouvoirs, et le retour de Poppy qui revient avec une facilité certes déconcertante.
D'un côté, je me demande vraiment quel était l'intérêt de ne pas la faire directement partir avec Nori, si c'était pour la faire revenir aussi vite, si ce n'est une séquence d'émotion d'adieu très bref en fin de première saison. Mais de l'autre côté, j'avoue que pour moi, il aurait été dommage de ne plus profiter du lien entre Poppy et Nori et de l'intérêt d'avoir 3 personnages pour enrichir les interactions du trio. Enfin, dans l'ambiance grise et sale du Mordor, on apprécie les machinations de Sauron qui va instrumentaliser la haine et la crainte qu'Adar nourrit à son égard pour l'envoyer avec son armée exactement où il le souhaite, vers le royaume d'Eregion. Le changement d'interprète pour Adar reste un coup porté à l'aura du personnage, sans doute malgré les qualités du nouvel acteur. Il lui manque sans doute une dose de tragédie que portait toujours Joseph Maul sur son visage. Néanmoins, j'ai apprécié ce passage dans lequel Adar va expliquer à Halbrand comment il fut choisi par Morgoth avec 12 autres pour aboutir à n'en pas douter à sa transformation physique et mentale, sachant que le Seigneur des Ténèbres cherche toujours à salir et à corrompre la création originelle. Quant au récit qui voit Adar attaché à une montagne, il peut renvoyer à l'image de Maedhros, le fils aîné de Fëanor qui reste attaché par une main au Sangorodrim jusqu'à ce que Fingon et le roi des aigles viennent le secourir. Outre ce parallèle, l'idée est d'évoquer le lien initialement plutôt amical qui unissait Adar et Sauron, voilà qui ne fait que mettre en abîme la capacité de manipulation de ce dernier qui déposera serment sur son propre nom, le seigneur du Mordor, plutôt que celui d'Adar. La mort de Waldreg, qui fut responsable de la création du Mordor en saison 1 quand même, entre les crocs d'un warg briefé par Sauron, finit de dresser le portrait d'un antagoniste sans pitié dont nous allons suivre les œuvres durant toute la saison. Un petit mot quand même pour souligner que le segment qui est censé faire du teasing pour le reste de la saison, en fin d'épisode 1, est plein d'énormes spoilers, bien dommage que la plateforme ait fait le choix d'inclure un montage aussi révélateur, que je vous déconseille de voir s'il est encore temps. Passons à l'épisode 2 qui nous réintroduit non seulement le générique, qui a évolué d'ailleurs depuis la première saison, même si le principe des formes dessinées par les grains de roche sous vibration reste le même, mais aussi Khazad-dûm, le somptueux royaume des nains. Alors c'est vrai, je pourrais éventuellement tenter de dire Khazad-dûm, mais je pense que vous allez commencer à en avoir ras-le-bol de mes prononciations, donc je me calme. L'idée ici consiste surtout à expliquer la situation très délicate qui poussera le roi Durin à accepter la proposition des anneaux de pouvoir. L'onde sismique de l'explosion du mont Destin détruit le système ingénieux permettant à la lumière du jour de baigner les cultures agricoles vitales pour nos nains préférés. Évidemment, ce qui était déjà nettement plus qu'une dispute et presque un reniement de Durin fils par Durin père ne peut se résoudre en un seul épisode et la progression qui se fait ici paraît indispensable pour relancer une dynamique entre les deux personnages. Je dois avouer ne pas avoir totalement compris la logique du chant de Disa et des deux naines qui l'accompagnent. Alors j'ai bien saisi l'explication, à trouver un point permettant de faire entrer la lumière, mais disons que cela me semble plus relever des compétences de géomètre et de géologue a priori. Et pourtant j'avais trouvé les chants une excellente idée, très poétique en première saison pour localiser les gisements, mais l'application ici pour la lumière me semble un peu plus discutable, c'est pas super grave. Et justement, en parlant de savant, on a l'introduction de Narvi, un grand artisan et sage nain célèbre pour avoir travaillé avec Celebrimbor, et si vous avez été attentif durant l'épisode, vous aurez sans doute déjà deviné sur quel ouvrage ils ont collaboré, surtout si vous y ajoutez quelques souvenirs du Seigneur des Anneaux. Bon, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir jusqu'à la prochaine fois, juste un petit indice quand même, Isildur, on l'a vu dans l'épisode. Cet épisode consacre davantage de temps que le premier à la trame de Rune, et au passage, on obtient une certitude quasi absolue quant à l'identité de l'étranger. En effet, comme vous le savez certainement, la théorie ultra dominante est que l'étranger est un Gandalf jeune. Personnellement, je préfère de loin la théorie qui ferait de lui l'un des deux mages bleus, sachant qu'une version du légendaire de Tolkien propose qu'un mage bleu est resté fidèle à la mission des Valar, tandis que l'autre a mal tourné et a potentiellement initié des cultes impies dans l'Est lointain, ce qu'on distingue clairement chez l'inquiétant nouveau magicien brillamment introduit dans cet épisode. Malheureusement, il ne fait plus aucun doute maintenant que l'étranger est bel et bien Gandalf. En effet, Nori s'amuse à tenter de lui trouver un nom, en lui proposant une liste pas piquée des hannetons dans des consonances très harfoot, à n'en pas douter, d'autant qu'on en retrouvera certains bien plus tard chez les hobbits. Rassurez-vous, j'en viens au point essentiel, Nori évoque le fait que l'étranger a peur de perdre le contrôle de ses pouvoirs sans utiliser de bâton, ce à quoi Poppy répond qu'il y en a plein partout des bâtons. Seulement voilà, en VO, c'est le terme ancien Gand qui est utilisé, c'est du vieux norrois, utilisé pour désigner le bâton. Sachant que le nom Gandalf vient de l'association de Gand pour bâton et Alf pour elfe, on a eu ici la confirmation absolue que le fameux nom sera Gandalf une fois qu'il aura trouvé son bâton, sans doute en fin de saison, du moins je l'imagine. Cette identité de Gandalf me gêne pour plusieurs raisons. Pour commencer, dans les textes, Gandalf n'est pas supposé mener de telles aventures au deuxième âge, alors que cela aurait eu nettement plus de sources écrites
dans le cas d'un mage bleu. Toujours sur la base des textes, Gandalf dit lui-même qu'il n'a jamais voyagé vers l'Est lointain. Enfin, il est dommage, je trouve, de s'appuyer sur un personnage essentiellement parce qu'il est connu du grand public, alors que c'était l'occasion parfaite d'introduire d'autres types de magiciens. J'ose espérer que le magicien maléfique ne sera pas Saruman, ce serait totalement ridicule puisque sa corruption ne survient que bien plus tard, au troisième âge. Ceci étant dit, je trouve justement qu'en termes d'ambiance, l'introduction de ce mauvais magicien est très prometteuse. Il utilise de la magie inquiétante, de la magie du sang notamment. On a la confirmation qu'il est le maître des acolytes de la première saison, dont on retrouve ici la principale. On découvre qu'il réside dans la forteresse nommée Caras Gaer. En Sindarin, Gaer peut signifier à la fois couleur rouge ou cuivrée, mais aussi effrayant, tandis que Caras signifie plus ou moins forteresse ou cité. On découvre aussi que les trackers à son service souffrent d'une maladie qui les pousse à tenter d'obtenir guérison auprès de lui contre leur service. On pourrait éventuellement imaginer un seigneur de ce peuple comme candidat idéal pour devenir un futur Nazgûl. Une chose est certaine, la scène de la tornade devenue incontrôlable ne fera que renforcer la conviction que l'étranger est un véritable danger public, sans parler de sa culpabilité s'il ne retrouve pas rapidement les deux Harfoot envolés. Encore une fois, le fait de tourner ces séquences dans un véritable cadre naturel apporte beaucoup et nous offre une palette de sensations et de textures qui profite énormément à la série dans son ensemble. Revenons aux elfes du Lindon avec les pouvoirs de clairvoyance de Galadriel qui commencent à s'exprimer, amplifiés par l'anneau de pouvoir. La symbolique est on ne peut plus claire, Galadriel a semé les graines de la tragédie qui attend Eregion et Celebrimbor. L'image finale de cette vision rouge et terrible de Celebrimbor lié au tronc d'arbre et empalé risque de hanter Galadriel très longtemps. Et justement, le reste de l'épisode consistera essentiellement de ce côté à convaincre Elrond de permettre à Galadriel de partir au secours du royaume d'Eregion. Si on voulait un petit peu se moquer, on pourrait dire que le conseil de Círdan à Elrond consiste à différencier l'œuvre de l'artiste. Pour aller un peu plus loin, on se retrouve surtout sur la notion d'outil et l'importance de l'intention de celle ou celui qui l'utilise plutôt que l'outil en lui-même. Elrond se laisse donc convaincre de prendre les choses en main pour s'assurer que les elfes, et notamment ses amis, ne succombent pas aux manipulations de l'ennemi. On retrouve ici les fondations du comportement prudent d'Elrond, qu'on aura notamment au troisième âge, avec ce conseil qu'il réunit bien sûr pour prendre une décision sur l'anneau unique plutôt que de se fier à sa seule sagesse isolée. Dommage de ne pas avoir de jolies scènes entre Círdan et Galadriel, ou surtout Círdan et Gil-galad. Je pense que le format de 8 épisodes ne permet pas ce type de scène superflu en apparence et pourtant si essentiel pour cultiver les personnages. C'est bien dommage. Outre Rhûn, les moments les plus marquants se trouvent, de mon point de vue, du côté de Eregion et sa capitale Ostinecil, tandis que Celebrimbor consent à parler à Halbrand. Une fois que la conversation est engagée, le maître artisan est déjà perdu. Et oui, comme souligné par Gil-galad auprès de Galadriel, Sauron est réputé pour parvenir à prendre aisément le contrôle une fois qu'il a déjà dupé son interlocuteur. Ce qui suit est donc une masterclass de manipulation, tandis qu'Halbrand va activer tous les leviers de la personnalité de Celebrimbor en jouant tantôt sur un complexe vis-à-vis de Gil-galad, puis sur sa soif de grandeur, de capacité à s'inscrire dans l'histoire, malgré l'héritage écrasant de son grand-père, Fëanor, créateur des fameux Silmarils. Sauron joue sur la vérité pour construire un parfait mensonge, il a menti sur sa nature véritable, il est en réalité un envoyé des Valar et Celebrimbor est l'élu dont les talents immenses sont les seuls à même de sauver la Terre du Milieu. De mon point de vue, la dynamique fonctionne à merveille tout en s'appuyant sur un visuel à la hauteur, encore une fois. Cette intrigue et ce duo fourniront sans doute les meilleures scènes de la saison. Je suis plus mitigé sur le troisième épisode qui réintroduit les intrigues concernant Isildur, l'île de Númenor, ainsi qu'Arondir et Théo. J'avoue, j'ai eu peur pour Bérec, le cheval d'Isildur. Le voir bouffé par les araignées ou par les orques, ça aurait été trop horrible. Je n'étais clairement pas prêt, et heureusement il s'en sort. Il est un petit peu comme le petit chien de la saison 2 de House of the Dragon maintenant. On ne peut pas le toucher, tuer Kemen à sa place par pitié. Ceci dit, l'ambiance de Kirit Ungol était oppressante à souhait, surtout quand on est un petit peu arachnophobe, mais je reste déçu quant à la représentation de Shelob. Selon la presse, en amont de la saison, c'était bel et bien notre monstre arachnéen préféré qui a traumatisé Frodo, Sam et les spectateurs, mais je ne vois aucune justification de la faire si petite à cette époque et si peu dangereuse au final. Elle a déjà des milliers d'années et cela rend sa présence un petit peu gadget, même si l'action en elle-même était la bienvenue en ce début de troisième épisode. Concernant le reste des pérégrinations d'Isildur, je pense que le personnage
a de toute façon grand besoin de ce développement, donc je suis plutôt intéressé. Certes, on a les rencontres fortuites avec Estrid puis Orlandir, disons que c'est la providence à l'œuvre. Du côté de notre elfe préféré, ou en tout cas un de mes préférés, Orlandir, il faut bien avouer que son histoire est vraiment desservie par la mort hors champ de Bronwyn. L'actrice a décidé de quitter la série, ce qui a sans doute forcé la main des scénaristes pour passer à autre chose. Et je pense aussi, et surtout, qu'il faut arrêter le délire de tuer des gens avec un arc et des flèches au corps à corps. Il serait peut-être temps qu'il utilise une lame plutôt que d'inventer du n'importe quoi avec des munitions. Alors on me dira je chipote, peut-être, mais autant ces cabrioles, ça me gêne pas du tout, mais le coup des flèches au corps à corps, nettement plus. Quant à Théo, malheureusement pour moi, c'est toujours un personnage Osef tiers, dit autrement, difficile de se préoccuper de lui ou de ce qui lui arrive, puisqu'il joue toujours la même expression dans chaque scène depuis la première saison, entraînant sa dégaine de kid des années 2020 en Terre du Milieu. L'intrigue de Pelargir nous mène au final à une intervention des Ents, de toute évidence, de quoi m'amener à me demander à quel point les scénaristes ont dû se creuser la tête pour trouver quoi donner à faire à ce groupe de personnages. Alors attention, je suis ravi de voir des Ents, surtout si ce sont des Ents femmes, mais reste à voir comment ça servira à l'histoire de ces protagonistes. On part sur une relation père-fils délicate entre Orlandir et Théo, et très franchement, ça ne m'intéresse pas, et je crains qu'on ressente durement le décalage entre l'intérêt de cette intrigue comparé à d'autres comme Eregion ou Rune notamment. Du côté Mordor, on a une armée qui se prépare au départ et l'introduction de Damrod, un troll des collines particulièrement redoutable. Le fait qu'on le dise mangeur d'os de dragon n'implique pas nécessairement qu'il serait capable de les tuer lui-même, je pense, juste qu'il a une sacrée bonne mâchoire, d'autant qu'il semble avoir une dent contre Sauron. En revanche, le fait qu'il soit réputé pour tuer des géants de pierre, voilà qui vient souligner à quel point c'est un combattant accompli et un atout énorme pour Adar et ses orques. Par ailleurs, on découvre à l'écran une mère et un enfant orc. C'est un point délicat et souvent laissé de côté, mais il a souvent été supposé que les orques devaient nécessairement se reproduire naturellement de cette façon. C'est une pierre de plus qui est posée dans l'édifice d'une prise en compte des orques, aussi ignoble et corrompu soit-il, comme un peuple à part entière. Du côté des nains, on arrive sans doute trop facilement à la création des 7 anneaux qui leur sont dédiés. Enfin, le sujet est ouvert à débat. D'un côté, certains diront que les choses n'avancent pas assez vite, et de l'autre, on se plaindra du contraire. Encore une fois, sur 8 épisodes, il faut bien avancer. Cette fois, Disa n'est pas forcément la voix de la raison, du moins elle l'est pour la relation père-fils, mais pas pour la méfiance envers les anneaux, ce qui la rend d'autant plus intéressante. Je suis étonné surtout que la question du Balrog n'ait pas été utilisée par Anatar pour convaincre les nains, mais c'est peut-être justement ce qu'on verra un peu plus tard s'ils hésitent à porter les fameuses bagues. Lorsqu'Anatar saisit le morceau de Mithril, il est limpide qu'il infuse le métal de son influence pour corrompre les anneaux et les plier à sa magie et volonté propre, ce qu'il n'a pas pu faire a priori pour les 3 anneaux des elfes. Sachant la qualité des interprètes du côté des nains, je pense qu'on aura là une intrigue assez forte lorsque le temps viendra à nouveau de l'opposition entre Durin père et fils. Cela risque d'être vraiment rude et donc excitant à suivre. Reste la délicate question de Númenor, délicate car il ne fait guère de doute que ces personnages et leurs intrigues politiques et familiales resteront à part du reste de la Terre du Milieu et des autres personnages. En effet, si on a déjà un lien établi entre Khazad-dûm et Eregion, et que les elfes de Lindon vont s'y mêler forcément, on aurait 2 intrigues isolées à coup sûr, du côté de Rune et de Númenor. En tout cas, l'enjeu est limpide sur l'île des Edain, qui de Myriel ou de Pharazôn obtiendra le pouvoir et surtout comment les choses vont-elles se dérouler. Une remarque sur le nom du seigneur Belzagar, ce nouvel allié de Pharazôn, son nom est inspiré par un ancien roi de Númenor, Tar-Kalmakil. Alors vous me direz, Tar-Kalmakil, ça ne ressemble pas à Belzagar, mais c'est parce que le nom en adunaïque du roi était Ar-Belzagar, et ce n'est pas si anecdotique, voyez-vous, car on retrouve ici le cœur même de l'opposition entre les 2 grands partis de Númenor. En effet, Tar-Kalmakil est le premier à avoir utilisé un nom qui n'est pas elfique, et donc en langue humaine de cette île, l'Adunaïque. C'est aussi à l'époque de ce roi qu'on a commencé à parler de la distinction entre les amis des elfes et les hommes du roi. Pharazôn incarne évidemment le parti des hommes du roi qui veulent affirmer leur indépendance et leur puissance propre par rapport aux elfes et même par rapport aux Valar, tandis que Myriel s'inscrit dans le courant que défendait son père, la fidélité aux traditions initiales de l'île et l'amitié avec les elfes et le respect des Valar. Comme vous vous en doutez, chez Tolkien, généralement, ne pas respecter les traditions, ce n'est pas terrible, et se moquer des Valar, c'est carrément catastrophique. Voilà qui est donc d'autant plus ironique de voir Pharazôn s'emparer du symbole de l'aigle géant, alors qu'il avait justement été envoyé par Manwë, le roi des Valar, et le maître des aigles notamment, pour saluer le couronnement de Myriel, bien entendu. Ce qui me plaît beaucoup du côté de Númenor, ce sont les décors, les costumes incroyables avec des couleurs qui explosent et qui flattent la rétine, ainsi que la qualité des interprètes des grands personnages comme Elendil, Pharazôn et Myriel. En revanche, je me demande comment une forme de suspense ou de doute pourra être introduite
dans la mesure où les rôles sont déjà extrêmement définis entre les bons et les mauvais. Il ne fait aucun doute qu'Arianne, la fille d'Elendil, est déjà cul et chemise dans les manigances de Pharazôn. C'est elle d'ailleurs qui porte le coup terrible de la révélation du Palantir, qui établit le lien entre Myriel et une prétendue influence elfique. Kemen, le fils de Pharazôn, est un petit roquet suffisant et vicieux, Valandil est un bon gars sûr, Elendil va devoir choisir son honneur contre sa famille, et Myriel va douiller face à un Pharazôn bien plus dangereux, puisqu'il joue les hommes comme des instruments à cordes quand elle compte sur sa sincérité et sa volonté de bien faire. On pourrait en dire bien plus sans aucun doute, mais avec 3 épisodes d'un coup, j'ai fait le maximum pour cette vidéo. N'oubliez pas surtout que le lien vers le magnifique dictionnaire Tolkien est disponible en description et en commentaire épinglé. Il vaut le détour. Par ailleurs, un épisode du podcast Spoilers vient de sortir aujourd'hui. J'ai pu y discuter pendant 1h20 avec Guillaume de la première saison des Anneaux de Pouvoir, après nos revisionnages respectifs. Là aussi, vous aurez un lien en description. Il y aura peut-être un live sur ma chaîne Twitch consacré à ces 3 épisodes ce dimanche 1er septembre en début de soirée, mais je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté de la chaîne. Pensez à vous abonner, à vos pouces, à vos commentaires, notamment si vous ne voulez pas que la saison se compose de 90% de scènes de Théo dans la forêt. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!